Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition des véhicules de fonction pour les sous-préfets du pays. Une première en Guinée, un geste du chef de l'État général Mamadi Doumbouya pour améliorer les conditions de travail de ses acteurs. Référendum constitutionnel, le département des télécommunications met en place une cellule numérique de veille pour lutter contre la désinformation lors de ces élections. Sport handball, les jeunes guinéennes enchaînent une seconde victoire et continuent leur lancée vers une qualification en Coupe du Monde. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de me recevoir chez vous. Tout d'abord, ce geste inédit, il faut le dire, c'est une première depuis l'indépendance. Le gouvernement vient de doter l'ensemble des 332 sous-préfets du pays de véhicules de fonction. La cérémonie de remise s'est tenue ce mardi à Conakry sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, représentant le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Objectif, renforcer la présence de l'État sur tout le territoire et rapprocher l'administration des citoyens. Reportage Adi Kamara. Avec le général Mamadi Doumbouya, la volonté politique est toujours traduite en actes concrets. Ces engins mis à disposition s'inscrivent dans la vision de réforme et de modernisation de l'État prônée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. C'est une marque de considération et un puissant levier en vue de faciliter au quotidien le mouvement des administrateurs territoriaux. Réaliser aujourd'hui un rêve aussi vieux que notre administration, à savoir doter les administrateurs territoriaux à la base, couramment appelés les sous-préfets de moyens logistiques, prouve on ne peut bien la volonté inébranlable du CNRD, du gouvernement, sous la direction visionnaire du président bâtisseur, à faire de l'administration territoriale un véritable socle du développement. Au-delà de son apport logistique, cette dotation en véhicule flambant neuf et bien adaptée au terrain est un moyen sûr pour le rapprochement de l'administration aux administrés. Nous nous engageons encore une fois de plus à sauvegarder les acquis du CNRD, mais aussi à faire de ces véhicules un véritable instrument de commandement et développement au service de la nation. En remettant ces 332 véhicules, le président de la République dote l'ensemble des sous-préfets des outils nécessaires pour affirmer davantage la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ces véhicules ne sont pas une faveur, mais un instrument de travail et de responsabilité. Ils s'inscrivent dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration publique et de la restauration de l'autorité de l'État prônée par le CNRD et son président. Je formule le vœu que cette remise solennelle marque un tournant dans l'efficacité de notre administration territoriale. Depuis le 5 septembre 2021, pratiquement 4 ans jour pour jour, la refondation de l'État passe par la restauration de l'autorité de l'État. Et la restauration de l'autorité de l'État passe par la valorisation de l'image des représentants de l'État auprès de la population. Ce n'est pas un cadeau qui vous est fait, c'est une responsabilité pour que l'État puisse être respectable aux yeux de ses citoyens et que les citoyens puissent avoir confiance aux représentants de l'État. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire et indispensable que vous soyez dotés en moyens de locomotion pour parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres, pour rencontrer les populations, pour secourir
des situations parfois tragiques et désespérées, et enfin pour assurer la sécurité nationale. Et l'ambition que nous voulons pour que l'État guinéen soit un État performant, efficace, la moindre des choses, c'est de vous permettre de circuler sur l'ensemble de vos circonscriptions territoriales afin d'assurer la représentativité de l'État. Cette démarche est la preuve que la décentralisation est en marche sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Clé en main et détermination au cœur, les sous-préfets du pays peuvent désormais répartir de bons pieds pour un service public efficace, proche et plus digne. Puis, à quelques jours du coup d'envoi du scrutin référendaire, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation lance un appel à tous les citoyens de retirer leur carte d'électeur. L'opération de distribution prendra fin le 21 septembre. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Débuté le 6 septembre comme annoncé par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, les opérations de récupération des cartes d'électeurs suscitent de l'engouement dans les quartiers de Conakry. Ici à Taouya, secteur Sambaya dans la commune de Ratoma, tout comme à Donka et à Landria dans la commune de Dixine, les opérations de récupération ont été planifiées en amont et déroulées comme prévu selon les autorités communales. Quelqu'un qui n'a pas de carte d'électeur ne peut pas voter. Donc il est extrêmement important que pour ce processus-là, ça démarre par une sensibilisation et que les gens se retirent leur carte d'électeur. Et c'est ce qui se passe depuis hier. On a démarré ce processus dans les 22 quartiers de la commune de Dixie. Le ministre Ibrahima Khalil Condé et certains membres de son cabinet se sont rendus tôt au point de retrait des cartes d'électeurs de leur quartier pour se prêter à cet exercice d'acquisition de ce sésame essentiel pour tout citoyen, lui permettant pleinement d'affirmer son choix. Nous savons ce que contient cette nouvelle constitution. Donc c'est avec fierté vraiment que je récupère ma carte d'électeur dans cette commune de Dixine, dans ce quartier de Landrea. On a fini avec la confusion dans notre pays. Retenez qu'on a fini avec la falsification du fichier électoral. Un fichier est déjà conçu. Selon la loi portant organisation des élections en Guinée, cette opération doit continuer jusqu'au jour du vote, soit 2 semaines, du 6 septembre au 21 septembre. Un délai jugé raisonnable par les autorités de la Direction générale des élections, permettant à tous les citoyens de se procurer de cette pièce essentielle pour le vote. Distribution des cartes d'électeurs à Kagbélin. Les autorités supervisent l'opération. Elles ont sillonné les 14 quartiers de la commune pour voir l'effectivité de cette opération. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Sekou Souma et Elhaj Sankumba Doukouré. La distribution des cartes d'électeurs a effectivement commencé sur l'ensemble du territoire national. Dans la commune urbaine de Kagbélin, de nombreux citoyens se rendent déjà dans leurs quartiers respectifs pour retirer ce document essentiel. La carte, elle est cruciale, elle est presque vitale. Alors donc, nous invitons tous les citoyens à venir retirer massivement leurs cartes. Parmi les 14 quartiers de la commune, Samatran Village a été choisi pour lancer officiellement les opérations de retrait. Ce lancement s'est déroulé en présence des autorités locales. Pour le moment, aucun incident n'a été signalé. Dans mon quartier, depuis que ça a commencé le 6, tout se passe dans les conditions les meilleures. Il n'y a pas eu d'anomalie dans tous mes secteurs. Les cartes se distribuent très bien dans mon quartier. Chacun arrive à avoir accès à sa carte électeur. Aujourd'hui, nous sommes dans nos différentes communes pour procéder au lancement. À l'approche du référendum du 21 septembre, la possession de la carte d'électeur s'avère indispensable. Elle permettra à chaque citoyen d'exercer pleinement son droit de vote, un acte fondamental dans toute démocratie. Plus de 6 millions de Guinéens sont invités à aller récupérer ce document important pour espérer voter le 21 septembre 2025. À Macenta, l'engouement est au rendez-vous. Notre reporter Moussa Komara a fait le tour de quelques points de distribution. Suivez.
En moins de 2 semaines du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, l'effervescence citoyenne monte à Massanta. Dans la ville, l'aube annonce plus qu'un jour nouveau. Les sites de distribution des cartes d'électeurs sont pris d'assaut. Je suis très content. C'est pour cela qu'il faut que c'est tous les gars pour encourager tous mes amis pour venir aller prendre leurs cartes. Ici au quartier Boa 2, 2 points de distribution sont érigés. Plus de 1000 électeurs sont invités à retirer leurs cartes. Pendant ce temps, des problèmes persistent pour avoir ce document précieux. Depuis, carte comment une photo ta. Venez se faire recenser. On l'a fait. Mais aujourd'hui, je ne retrouve pas ma carte. Même pour mon mari. Comment allons-nous voter? Les cartes d'électeurs sont quelquefois mélangées. On peut trouver des cartes d'électeurs dans un quartier, par exemple à Hermakono 1. Hermakono 1 a un secteur qu'on appelle Kisiburo a sa carte d'électeur ici. Donc c'est l'un des problèmes. Comme à Boa, ce point de distribution du quartier Mohamed V fait le plein. Les citoyens se bousculent pour retirer leurs cartes. Même constat au quartier Hermakono. Massanta, tout est organisé. Le coordinateur de la ville sillonne les points de distribution pour se rassurer davantage. Il y a certains points de distribution ou de retrait qui sont déjà à 70%. Donc, la règle générale, j'ai constaté que nous sommes à environ entre 70 et 70% du retrait des cartes. Plus de 32 000 électeurs sont inscrits dans cette préfecture de Massanta. Aujourd'hui, elle affiche un taux de distribution exemplaire. À l'orée du référendum du 21 septembre 2025, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a pris aussi des dispositions pour garantir la sécurité du scrutin. Une cellule numérique de veille a été installée avec pour mission principale de lutter contre la désinformation et de protéger l'intégrité du vote. Reportage Marie-Angélique Bangoura. C'est une cellule de veille mise en place au compte du référendum 2025. Elle est composée d'une quinzaine d'experts. Sa mission est de surveiller les réseaux sociaux et l'espace numérique avant, pendant et après le scrutin, afin de détecter et neutraliser les pages doutes ou encore de fausses informations sur le processus électoral. Nous avons déployé des veilleurs et des veilleuses qui vont fouiller, scruter l'ensemble des réseaux sociaux pendant 21 jours pour déceler les désinformations, déceler les propos diffamatoires. Une fois que ces informations mensongères, diffamatoires sont décelées, elles sont portées à la connaissance des analystes experts que nous avons. Il y a les journalistes experts ici, des juristes experts qui sont là pour les analyser, voir leur portée. Ce dispositif est soutenu par les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Leur accompagnement permettra de renforcer l'intégrité du vote, de garantir la transparence et de prévenir tout trouble lié à la manipulation de l'information en ligne. Ce scrutin symbole de notre engagement pour l'avenir doit se dérouler dans la transparence, la sécurité et la sérénité. Dans cette optique, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, par le biais de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique en soutien, a pris une initiative audacieuse et nécessaire, la mise en place d'un service de veille et de surveillance de cybercriminalité. Ce programme n'est pas l'affaire d'un seul ministère, il est le fruit d'une synergie des différents services gouvernementaux. Le 21 septembre prochain, les Guinéens sont appelés aux urnes pour le vote référendaire. En ligne comme dans les bureaux de vote, la vigilance restera le maître afin que chaque citoyen puisse exercer son droit dans la sérénité et la sécurité. Dans les différentes régions militaires du pays, la Direction générale des élections échange également avec les forces de défense sur la sécurisation du scrutin. Des règles de bonne conduite des agents en période électorale ont été au centre des débats. Reportage Caporal Yaya Silla. Les agents des forces de défense et de sécurité de la première région militaire de Kindia et
Ceux de la 2e région militaire de l'Abbé ont eu des séances avec des experts de la Direction générale des élections. Les échanges portent sur les missions des différents acteurs du scrutin référendaire et la question de sécurisation des opérations de vote. Les règles de bonne conduite de chaque acteur sont consignées dans des documents légaux, ont été largement abordés au cours de cette mission qui touche toutes les régions militaires du pays. Ce jour-là, il faut qu'on respecte le droit des gens. Le droit international humanitaire fait rapport au DIH. Donc ici, quand on parle de DIH, on peut porter secours. Donc quand nous sommes dans nos missions, il faut forcément qu'on porte secours. C'est des mesures à prendre avant, pendant et après les élections. Concernant nous les acteurs qui participons à la sécurisation des centres de vote ou les bureaux de vote. Nos comportements face aux bureaux de vote, nos comportements face à la population. Et également les principes fondamentaux pour le bon déroulement des élections. La mission de la DGE a également échangé avec les agents de toutes les unités des portions centrales de Kindia et de l'Abbé. Dans chacune des unités sillonnées, le climat d'échange et de partage d'expériences a dominé partout. La démarche vise à mieux outiller ces agents des forces de défense et de sécurité dans l'exécution de leur mission très déterminante du scrutin référendaire. Une mission est bien accomplie que lorsque celui qui l'exécute en a compris le but et la portée. Et c'est dans cette optique que nous avons reçu cette délégation pour bien préparer ces éléments et les donner des leçons de comportement avant, pendant et après le scrutin. Il faut que tout le personnel soit sécurisé et leurs biens aussi soient sécurisés, ainsi que leurs mouvements aussi. Nous sommes tous conscients ici des enjeux qui nous attendent. Mais force est de reconnaître que nous sommes des acteurs majeurs dans le déroulement de cette élection à venir. C'est dans le cadre de la sensibilisation qu'enfin vous préparez avant, pendant et après ces élections. Des supports écrits et illustrés de tout le processus de vote ont été distribués aux participants. Pour rappel, ces échanges sur scrutin référendaire sont la suite logique de la réunion au sommet du Conseil supérieur de défense et de sécurité. Réunion dont les instructions données ont permis à la Commission nationale de défense et de sécurité d'élaborer des canevas précis de sécurisation et de gestion efficiente du scrutin du 21 septembre prochain. Gros plan ce soir sur les effets de l'accompagnement de la riziculture de mangrove par l'Agence française de développement, un accompagnement sur toute la chaîne de valeur pour améliorer les rendements et alléger les travaux de transformation du riz par les groupements féminins. Une enveloppe globale de 23 millions d'euros avec un financement de 18 millions d'euros par l'AFD. Commentaire Fodé Camara. Céréale la plus consommée en Guinée, la production du riz est freinée dans les grands bassins de production par le manque de maîtrise de l'eau. En territoire de mangrove, dans les zones d'intervention du projet d'appui au système d'activité risicole, la réalisation des digues de protection et des ouvrages de régulation de l'eau de mer affiche ses premiers effets. Une prouesse fruit d'un financement de 23 millions d'euros de l'Agence française de développement et du gouvernement. L'enjeu est de valoriser le riz de mangrove. Ce projet il a démarré il y a quelques années, en 2017-2018, pour les premières activités. Il a permis de tripler par périmètre la tonne de riz cultivé. Donc on est passé d'environ 750 kilos de riz cultivé par hectare à peu près 3 tonnes par hectare. Donc un énorme progrès pour les riziculteurs. Camp Farandé à Boké jusqu'à Benti dans Forikaria, en passant par Torobadé, Tounifili et Koba dans Bofa et Tanene dans Dubreka, les rendements sont revus à la hausse. De 500 à 600 kilos à l'hectare, aujourd'hui le rendement avoisine près de 3 tonnes à l'hectare à quelques endroits grâce à la maîtrise de l'eau. Cet aménagement a de nombreux avantages. L'eau ne s'accumule plus dans notre périmètre. Aujourd'hui, nous cultivons le riz à l'aise, même en ce mois d'août, période de forte pluie. Nous cultivons comme s'il ne pleuvait pas. Ce grand pas en avant est enregistré grâce aux aménagements de maîtrise de l'eau de mer et de gestion judicieuse de l'eau douce. Une gestion facilitée par l'introduction
des vannes à clapet en polyester. Une innovation pour plus de stabilité des aménagements dans cet écosystème très capricieux situé en front de mer. Une fois que la saison sèche arrive, nous admettons l'eau de mer et l'eau ne rentre qu'à travers ces ouvrages qui sont construits en béton armé. Et au niveau de chaque ouvrage, on a muni des vannes à clapet. C'est des clapets automatiques qui s'ouvrent automatiquement en fonction de la haute ou de la basse marée. Donc il y a 25 ans de cela, les projets antérieurs avec l'appui de l'AFD ne parvenaient pas à trouver vraiment la solution. Mais nous avons innové des vannes à clapet en polyester et aujourd'hui qui se présentent très bien, qui n'admettent pas l'eau de mer. Une fois que le clapet ferme contre le béton, vraiment aucune goutte d'eau ne rentre. Pour préserver les acquis, une requête du ministère de l'Agriculture est introduite auprès de l'Agence française de développement pour la deuxième phase du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove. Là-dessus, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Enfin, démarrer en effet l'instruction du projet Saritem 2 sur la base de la demande qui nous a été faite par les autorités guinéennes, qui ont été conquises, séduites et vraiment qui sont persuadées des acquis du Saritem 1. Donc là, on est dans une phase de réflexion pour encore améliorer ce qui peut l'être. Il y a toujours des choses à améliorer. Donc il y a eu une évaluation à cours sur laquelle on va pouvoir se baser pour aller de l'avant. Et une étude de faisabilité qui va démarrer pour un peu fine-tuner le futur projet Saritem 2, on l'espère. Pour mettre en relation l'amont et l'aval de la filière riz, 6 centres de transformation sont réalisés. Des complexes renfermant des magasins, hangars de tuvage, aires de séchage et ateliers de décortiquage. À ce niveau, des machines de décortiquage à rouleau et des fûts améliorés en inox sont introduits. Le taux d'exécution d'après même l'AFD est très appréciable. Je pense qu'ils sont entre 75 et 80% de taux d'exécution physique et financier. Et c'est un projet assez novateur. Je pense que ça pourrait aider les braves femmes de la Basse-Côte. C'est-à-dire, quand je parle de Basse-Côte, je parle de Kindia, Koya, Bokeh, Bofa. Parce que vous devez le savoir que ce projet-là, c'est pour un peu développer la chaîne de valeur de la filière riz. Et d'ailleurs, nous étions avec la présidente de l'association des femmes qui s'occupe de la transformation du riz, qui est assez contente. Principaux avantages de ces équipements d'étuvage et de décortiquage: la réduction du taux de brisure et du bois de chauffe pour préserver l'environnement. Une bonne nouvelle aussi pour le cacao guinéen. À Zérékoré, les acteurs de la filière ont suivi une formation de 4 jours sur la certification du produit, une initiative pour améliorer la commercialisation. Reportage Mohamed Salioupaï. Assurer une production durable, respectueuse de l'environnement et plus avantageuse pour les producteurs comme pour les consommateurs, c'est l'objectif du gouvernement et ses partenaires de terrain. À travers cette formation, la société BRT Corporation SA, en partenariat avec Rainforest Alliance, s'active pour la certification internationale du cacao guinéen. Une fois que le cacao guinéen s'est certifié sur le label Rainforest Alliance, ce produit gagnera plus en confiance auprès des consommateurs au niveau du monde entier. Ça vient répondre à un besoin crucial. Donc c'est vraiment une fierté de participer à cette formation afin de répondre à ce défi-là. Pour l'atteinte de ce défi, l'accent est mis sur la protection de la nature, l'amélioration des conditions de vie, mais aussi la traçabilité et la transparence dans toute la chaîne de valeur. Nous sommes particulièrement fiers d'accueillir cette session de renforcement de capacité qui, j'en suis convaincu, constituera une étape clé vers la certification du cacao guinéen. On veut montrer aussi aujourd'hui tout le monde qu'ici il y a bel et bien du cacao et on va le certifier et montrer à tout le monde qu'il y a le cacao ici. Ça nous permet aussi d'exporter dans l'Union européenne et les autres pays. La Guinée sera reconnue internationalement comme producteur de cacao. L'ambition de la société BRT Corporation SA et de son partenaire Rainforest Alliance est désormais de bâtir une filière cacao guinéen plus durable, plus équitable et tournée vers l'avenir.
Sensibilisation des acteurs du monde rural. Le président de la Chambre régionale d'agriculture de Farana tente de promouvoir la cohésion entre éleveurs et agriculteurs dans les préfectures de Dabola, Farana, Dinguiraye et Kissidou. Partout, l'accent est mis sur la bonne cohabitation. Reportage Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. Un des défis majeurs à relever dans le monde rural est la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Cette dernière étape de sensibilisation du président régional de la Chambre d'agriculture a démarré dans le district de Matagania à Dinguiraye. Ensuite, dans la sous-préfecture de Sédouma, pour éclairer ces deux entités sur les avantages liés à leur entente. Nous soutenons les lois qu'on nous a dictées. Si vous nous aidez à clôturer nos champs, cela pourrait nous éviter des conflits. Les deux poumons indivisibles parce que l'agriculture donne à l'éleveur ce qu'il ne gagne pas. Et l'éleveur aussi donne à l'agriculteur ce qu'il n'a pas. De la préfecture de Dinguiraye, Ahmed Bakakeita conduit son équipe à Kissidou. D'abord dans les sous-préfectures de Bendou, ensuite Al-Badaria pour expliquer en langue du terroir les textes régissant l'installation d'un éleveur et surtout la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, grâce à la vulgarisation de ce texte, beaucoup savent maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc nous demandons que cela soit perpétué et que ça soit élargi pour qu'aux plus éloignés. Toujours dans la préfecture de Kissidou, qui a autrefois connu des tensions entre agriculteurs et éleveurs, nous voici dans la sous-préfecture de Firawa, enfin à Bangbadou, pour boucler cette tournée pédagogique. Parce qu'on était dans les problèmes si actuels. Ça n'allait pas entre les éleveurs et les agriculteurs. Avec la sensibilisation, chacun a connu sa place. Le président régional de la Chambre d'agriculture sort de cette tournée réconforté avec ce degré de compréhension de l'auditoire. Ahmed Bakakeita compte aller plus loin pour l'émergence de ce secteur en Guinée sous l'impulsion de la Chambre nationale d'agriculture. À Lola, la fondation Ignace Loalamo pour l'humanitaire poursuit son engagement en faveur du développement communautaire. Elle vient d'apporter un appui concret aux femmes de la sous-préfecture de l'Aîné. Le but est de renforcer leur autonomisation et leur participation active à la vie socio-économique. Reportage Lancé Kamisoko. Dans le cadre de son programme d'accompagnement des communautés à la base, notamment la femme rurale, la fondation Ignace Loalamo, en collaboration avec l'association de soutien aux femmes pauvres, a procédé à la remise d'équipements de travail au groupement féminin du district de Pebeta, sous-préfecture de Kokota à Lola. Destiné à améliorer les activités génératrices de revenus, cet appui constitue un pas important vers l'autonomisation des femmes rurales. Ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment ça m'a fait de grandes joies. Prendre la volonté de les appuyer, ça va nous faciliter et ça va éloigner la pauvreté dans ces petits districts. J'appelle à tous nos collaborateurs, projets, ONG, de venir regarder ce qui se passe aujourd'hui à Kweketa. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités locales et des représentants de la fondation. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction et leur gratitude tout en s'engageant à faire bon usage de ces équipements. Et cette fondation axée dans le cadre de l'accompagnement, non seulement de nos communautés à la base, matérialise déjà l'approche vraiment à mettre en place des initiatives qui vont dans l'amélioration vraiment disons des conditions de vie, non seulement de nos mères, mais aussi de nos enfants. Pour la fondation Ignace Loalamo, ce geste devrait favoriser l'épanouissement et promouvoir l'autonomisation des femmes, véritable moteur de développement local. À présent, parlons de la protection de la biodiversité avec les différents parcs nationaux. Justement, le projet Natura Guinée, exécuté par la WCF, intervient pour la viabilisation du futur parc Pansele Soya Sabouya. À mi-parcours, les acteurs du projet se sont retrouvés pour un bilan, tirer les leçons et corriger les imperfections pour la réussite du projet. Reportage Mamadou Alpha Baldé.
Une année et demie après son lancement, l'ensemble des parties prenantes du projet de préservation des espaces et des espèces phares en Guinée, dit Natura Guinée, se retrouve pour un bilan semestriel. Ici, il est question d'évaluer les mesures visant à protéger la biodiversité des 2 aires protégées, le parc national du Badiara et le futur parc Penseli Soya Sabouya, traversé par le Transguinéen. Il a été découvert des éléphants et il y a aussi une grande quantité de chimpanzés dans cette zone, ce qui est une valeur inestimable pour le pays. Et c'est pour cette raison que chaque 6 mois, on essaie d'organiser des réunions avec toutes les parties prenantes et qu'on essaye d'exposer les résultats qui nous unissent et tous les défis. La Guinée a un héritage incroyable. Il y a les chimpanzés en danger critique de l'extinction et même les éléphants de la forêt. Et c'est pourquoi on est en train de discuter aujourd'hui de trouver les bonnes solutions pour les conserver. Allier développement économique et protection de l'environnement à travers des mesures de mitigation ambitieuses, le projet Natura Guinée, financé par l'Union européenne, a permis d'identifier une bonne partie des espèces animales de la zone. Le projet vient répondre aux objectifs du gouvernement guinéen vis-à-vis des engagements pris au niveau international lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP15 à Comines-Montréal en 2022. La République de Guinée s'est engagée à protéger 30% de son territoire national terrestre et marin à travers la création et le renforcement des aires protégées d'ici 2030. Aujourd'hui, l'espoir quant à la survie, voire l'extension des espèces menacées vivant dans la zone est grand, avec la participation de tous. Santé, le CHU Donka poursuit son programme de modernisation et de transfert de compétences. Aucune spécialité médicale n'est laissée pour compte. Des actions sont ainsi entreprises afin d'améliorer le circuit du médicament. C'est un volet important qui vient s'ajouter aux nombreuses réformes entreprises par l'administration du CHU Donka. Reportage Tierno Ousmane Diallo. Le CHU Donka poursuit la mise en œuvre de son programme de renforcement des différents services médicaux pour faire de l'hôpital une référence en matière de soins au plan international. Depuis 3 ans, l'hôpital développe un programme intense dans le capital humain et travaille en partenariat avec des spécialistes européens et nord-américains de renom pour atteindre cet objectif. Éléments fondamentaux dans la réussite des prises en charge, les médicaments sont au centre de l'attention des responsables qui développent une meilleure stratégie pour leur gestion et leur sécurisation. Qui parle de sécurisation des médicaments pense réellement à tous les acteurs de la santé, à savoir les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les médecins au niveau de la prescription, les pharmaciens au niveau de la dispensation et les infirmières au niveau de l'administration. Donc si toute cette chaîne est sécurisée, et nous pensons que les patients auront moins de problèmes, voire aucun problème dans la prise en charge de leur traitement. Une première évaluation du circuit du médicament a été effectuée au sein de l'hôpital. Cet expert déroule là une seconde évaluation dans le cadre du programme Médicaments Afrique Évaluation porté par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Au mois de décembre, il a fait une évaluation préliminaire. Suite à ça, on a fait un plan d'action qu'on a essayé de mettre en place et on a vu une nette amélioration dans les pratiques quotidiennes, une nette amélioration du circuit de médicaments. Lorsqu'on sécurise le circuit, on aura moins d'accidents médicamenteux, moins de risques de surdosage, une meilleure efficacité des traitements. Alors mes premières observations, c'est que 1, oui, les choses s'améliorent. 2, il y a vraiment une prise en compte par les équipes de cette question de la prise en charge médicamenteuse. J'ai été impressionné tout à l'heure par l'implication des infirmières qui ont vraiment pris la question à bras-le-corps et je pense que les résultats seront très bons. La dynamique d'investissement dans le capital humain se poursuit au CHU Donka. La construction canadienne en fait une priorité conformément aux orientations du ministère en charge de la santé. Santé reproductive, un plaidoyer pour la révision du test portant sur la loi L2000 en Guinée, une initiative de l'ONG Secours aux handicapés, objectif améliorer les conditions de vie de ces personnes. Reportage Marwan Kamara. Pour le bien-être familial,
Les membres de l'Organisation des secours aux handicapés de Guinée et la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition se concertent à Conakry. Ensemble, ils plaident pour la révision et la validation du rapport d'évaluation de la loi sur la santé reproductive qui date depuis 2000. Au regard de l'évolution et de plusieurs contextes, on a trouvé que la loi était caduque et ne s'adaptait pas à notre contexte. Mais nous, en tant qu'organisation de protection des droits des personnes handicapées, nous essayons de nous assurer que dans le processus de révision de cette loi, que les questions en lien avec les personnes handicapées sont prises en compte. Cette rencontre de plaidoyer en faveur de la santé reproductive a suscité un long débat. Elle a permis de recueillir les avis des participants afin d'enrichir le texte avant sa mise en œuvre ou son adoption. On arrive vraiment à promulguer la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Ce sera vraiment une très bonne chose. Il y a plusieurs points qu'ils ont élucidés ici qui peuvent vraiment aider les personnes atteintes d'handicap dans le futur. Il ne s'agit pas seulement de valider le rapport, mais de réaffirmer notre engagement commun à faire de la santé reproductive une réalité accessible, respectueuse et adaptée à tous les citoyens. Le programme s'inscrit dans le projet de la santé sexuelle et reproductive pour les personnes en situation de handicap en Guinée. En toile de fond, garantir une prise en charge convenable et cohérente des patients pour une meilleure santé reproductive dans le pays. Coopération, l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée vient d'accorder encore des bourses d'études à la Guinée. Les bénéficiaires de la bourse Chevening vont bientôt quitter Conakry pour rejoindre leurs universités respectives au Royaume-Uni. Compte rendu Mikini Moussa Kamara, Makeme Keleti Donzo. Boursiers guinéens s'apprêtent à entamer leurs études dans les prestigieuses universités britanniques. C'est le fruit d'une coopération féconde entre le Royaume-Uni et la République de Guinée. L'histoire de la bourse Chevening a commencé en Guinée en 2008. Aujourd'hui, nous saluons 5 boursiers guinéens remarquables qui s'apprêtent à entamer leurs études dans certaines des universités les plus prestigieuses du Royaume-Uni. Ces établissements ne sont pas seulement des centres d'excellence académique, ce sont des lieux où les idées prennent vie, où les réseaux se tissent et où les avenirs se construisent. Vous avez été sélectionné parce que vous êtes des leaders, parce que vous avez de la compétence. Il n'y a aucun doute pour nous, parce que nous sommes passés par là, que vous allez vous démarquer pendant ces 12 mois. En 7 ans, 27 Guinéens ont obtenu leur diplôme dans les universités de la Grande-Bretagne et 4 compatriotes sont en situation de classe en Angleterre. Aujourd'hui, le défi du capital humain est là. Et l'ambition du chef de l'État, mais également du chef du gouvernement, c'est de relever un peu ce défi-là. Et vous nous aidez vraiment à atteindre l'objectif d'avoir des ressources humaines de qualité. À l'échelle mondiale, la bourse Chevening existe depuis plus de 40 ans avec plus de 60 000 anciens boursiers. Ce réseau compte 21 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels Carlos Quezada, président de la République du Costa Rica de 2008 à 2022, Alvaro Vélez, président de la Colombie de 2002 à 2010. Parlons de Miss Boro 2025. La finale a opposé cette année des lycéens venus des écoles de Conakry et de l'intérieur du pays. Une cérémonie présidée par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Reportage Abdoulaye Diallo, Mohamed Bangoura. 21 filles et 18 garçons venus des lycées de Conakry et de l'intérieur ont pris part à cette compétition Miss et Master Boro nationale. Cet espace de détection des jeunes lycéens de Guinée, rehaussé de la présence de plusieurs personnalités, permet aux candidats de faire valoir leur savoir-faire à travers des expositions et des défilés de mode bien structurés. Renforcer les liens d'amitié et de solidarité, inculquer les valeurs traditionnelles et culturelles du pays aux jeunes élèves. De cette 16e édition, il y a eu le direct sur le canal
la présence des autorités pour hausser le niveau de la compétition. On remercie parce que c'est une première que les autorités s'impliquent pour donner vraiment des cadeaux. Et nous remercions les parents qui ont confiance en nous. Sur scène, chaque candidat se démarque par sa démarche, son éloquence et son niveau intellectuel. Cette édition 2025 s'est soldée par l'élection de Ibrahima Souri Cissé et Fatoumata Bintabari. Des distinctions qui honorent l'école guinéenne. On a eu beaucoup d'ambiguïté, ça s'est déroulé avec beaucoup d'énergie, beaucoup de transcendance et tout. Ça n'a jamais été facile parce qu'il y a toujours des difficultés. En tant que Miss Boro nationale, je contribuerai de ma manière en sensibilisant et en aidant les jeunes filles dans leur épanouissement. Au-delà de son côté festif, le concours de beauté Miss et Master Boro national joue un rôle social, éducatif et culturel. Après chaque édition, les organisateurs trouvent des opportunités pour le renforcement des capacités des lauréats. CAN Junior, en série dames, le Sili a fait sa deuxième sortie hier lundi contre le Kenya. Les jeunes guinéennes enchaînent une seconde victoire et continuent sa bonne lancée vers une qualification en Coupe du Monde. La compétition se poursuivra jusqu'au 13 septembre 2025 en Algérie. Reportage Bintia Kondé. Après une entrée en matière remarquable avec une belle victoire contre l'Angola, l'adversaire le plus redoutable de la compétition, avec le score de 26 buts à 20 ans, les juniors guinéennes, médaillées de bronze lors de la dernière édition, continuent sur leur bonne lancée. Le mot d'ordre du groupe est de faire bonne figure dans cette compétition en terminant sur l'une des marches du podium. Pour sa deuxième sortie, le Sili Handball enchaîne sa deuxième victoire contre le Kenya, 41 buts à 30. C'est une satisfaction. Pour le match d'aujourd'hui, le départ n'a pas été facile du tout parce que j'ai voulu faire un petit roulement sur le banc. Mais quand j'ai vu que c'était un peu serré, donc du coup, j'étais obligée de remettre quelques éléments qui sont impuissants. Donc du coup, après ça, il y a eu un résultat et j'espère que dans la continuité, on aura de belles choses. Durant cette 32e édition, l'objectif de la Guinée reste clair. Une qualification pour la Coupe du Monde, mais aussi l'ambition ultime de revenir à la maison avec le trophée dans cette catégorie. Mais pour le moment, c'est la qualification qu'on cherche d'abord. Après, l'autre objectif, c'est de rentrer chez nous au paradis avec le trophée. Inch'Allah, on va le faire. Hormis les deux victoires successives, les jeunes guinéennes font parler d'elles de par leur immense talent terrain. Pour cette rencontre Guinée-Kenya, la capitaine Garay Somo est désignée joueuse du match. Pour rappel, le Sili Junior fera sa troisième sortie des matchs de poule ce mercredi 10 septembre 2025 contre l'Algérie à 17h dans l'espoir de continuer sur sa bonne dynamique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dalaba comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.